Alors, on va prendre les cas cliniques que je vous avais donnés. Et puis, on va commencer par que nous apprennent les cas 1 et 2, puisque c'était un petit peu globalement la même idée. Donc, le cas 1, je vous l'ai réécrit là. On vous donnait un petit énoncé court. Une patiente de 78 ans présente une fracture de pouce au col gauche, une fracture du poignet gauche. Le traitement orthopédique de première intention est réalisé au bloc opératoire, et c'est un succès. Très bien. Vous apprenez que cette patiente a présenté un tassement de la 7e vertèbre thoracique 4 ans auparavant. Et on vous demandait que vous évoque l'association de ces deux fractures, décrivez votre attitude diagnostique et argumentez l'attitude thérapeutique. Là, c'est facile, mais parce qu'on est en méthodologie. Plus vraisemblablement, dans la vie de tous les jours et le jour de l'ECN, vous auriez ça comme question. Donc vous auriez le cas, une patiente de 78 ans présente une fracture de pouce au col gauche, vous apprenez que cette patiente a présenté un tassement vertébral de la 7e vertèbre thoracique 4 ans auparavant. Ça en gros, bon déjà là il y a une interprétation, on ne vous demandera pas le diagnostic, on pourra arriver pour dire impotence fonctionnelle et douleur du membre du poignet gauche. Vous apprenez qu'elle est tombée avec une chute en avant, et puis vous apprenez, parce que c'est de l'interrogatoire, qu'elle s'est tassée la 7e vertèbre. Et on vous dirait, argumenter l'attitude thérapeutique. Alors là, je n'ai pas mis diagnostic parce que je vous le donnais, mais ça pourrait être un diagnostic et deux thérapeutiques. Ça serait probablement ça. Quelle est la différence? La différence, elle est que là, on vous demande de tout traiter. Là, je vous ai sorti le fait qu'on avait déjà traité la fracture, et que du coup, on se concentrait sur quoi? Sur l'ostéoporose. C'est là où on voulait revenir, quand vous avez à 78 ans une fracture du poignet et un tassement vertébral, c'est signe évident d'ostéoporose. Et donc on voulait vous emmener là-dessus, et donc il fallait décrire l'attitude diagnostique de l'ostéoporose et comment on la traitait. Là c'est facile, c'est ce qu'on vous demande. Mais si vous avez ça, combien d'entre vous vont se précipiter sur le traitement d'une fracture de pouce au col et oublier dans la même question, où on dit l'attitude thérapeutique, donc de tout, de traiter l'ostéoporose? Traiter le pouce au col, dire qu'on fait une technique de Kapandji au bloc opératoire, à jeun, sous anesthésie loco-régionale ou machin, etc., tout le monde va le mettre. Par contre, dire qu'on va prendre en charge l'ostéoporose de cette patiente, éventuellement après l'avoir diagnostiquée, là, il y aura beaucoup moins de monde. Alors, bon, donc là, pour répondre, on va répondre, puis après on partira à la généralité. À la question 1, on vous demande donc que vous évoque l'association de ces deux fractures, décrivez votre attitude diagnostique. Bien évidemment, on attendait de dire que ça évoquait une ostéoporose post-ménopausique. Alors post-ménopausique, parce qu'elle a 78 ans, là on n'est pas dans l'ostéoporose de la personne qui a pris 45 ans de corticoïdes et qui a 50 ans. C'est vraiment 78 ans. Je me suis tassé une vertèbre et je me suis cassé le poignet. C'était la 7e vertèbre thoracique, donc on est en dessous de T6, et donc on est dans les tassements vertébraux typiques de l'ostéoporose. Au-dessus de T6, le tassement est rarement ostéoporotique, il faut à ce moment-là penser à des choses plutôt malignes, métastases, myélome, ce que vous voulez, mais en dessous de T6, on y va, c'est avant tout l'ostéoporose, même si ça peut être aussi malin, mais... D'accord, donc devant le tableau évocateur, le diagnostic d'une ostéoporose, bon, on est en méthodologie, le but c'est pas de creuser à fond les réponses, tout ça, vous les aurez dans le corrigé, elles sont très bien détaillées. Bon, globalement, il faut refaire à l'interrogatoire et à l'examen clinique rechercher des signes et des facteurs de risque d'ostéoporose, est-ce qu'elle a été peu exposée au soleil, est-ce qu'elle mange suffisamment de produits laitiers, etc. etc. Bon, voilà, vous faites tout ça. Et puis, devant une ostéoporose ou un élément évocateur d'ostéoporose, il faut faire une ostéodensitométrie osseuse. Il y a des indications précises que vous pouvez trouver facilement sur le site de la HAS dans les recommandations sur l'ostéoporose. Ici, vous en avez une indication claire. Il y a deux fractures évocatrices et elle a une fracture de pouce au col qui est donc une fracture du poignet, qui est une localisation typique. Et même si ce n'était pas dit, vraisemblablement pour un traumatisme non violent. Genre je tombe juste de ma hauteur, je me casse le poignet. Voilà, c'est sûr que si vous avez un pouce au col, après vous êtes craché à 220 en voiture, il n'y a peut-être pas besoin de rechercher l'ostéoporose. Donc on fait une ostéodensitométrie osseuse. Et puis, il y a un certain nombre de choses dans le bilan de première intention d'une ostéoporose qui ont pour but d'éliminer les ostéoporoses secondaires. Donc, on réalise en général une ENFS, une CRP, une électrophorèse des protéines plasmatiques, le bilan calcique, calcium, phosphore et créate, c'est-à-dire c'est pour la fonction rénale pour éliminer l'ostéodystrophie rénale qui peut mimiquer une ostéoporose. Donc tout ça est attendu normal, puisque c'est une ostéoporose post-ménopausique standard. On peut aussi faire les marqueurs d'ostéoformation et d'ostéorésorption. Et puis, un bilan radiographique. Là, de toute façon, on aura eu déjà la radiographie des poignets, vous pouvez mettre les deux. Et puis, on peut faire le rachis, puisqu'on dit qu'elle s'est tassée C7. Faisons une radio du rachis face profil, ça suffira. On vérifiera qu'elle ne s'est pas tassée d'autres vertèbres sans le savoir. Et puis, on peut également faire le bassin aussi. Bon, et l'ostéodensitométrie. Voilà. Et argumenter l'attitude thérapeutique. Donc, quand vous avez une ostéoporose prouvée à l'ostéodensitométrie osseuse, donc avec un T-score inférieur à 2,5, à moins 2,5 déviation standard,
il faut traiter. Là, d'autant plus qu'il y a déjà eu 2 manifestations fracturaires. Et donc, en France, il y a plusieurs médicaments, comme dans l'indication de l'ostéoporose post-ménopausique symptomatique. Alors, il y en a 7. Il y a 4 biphosphonates. Et puis, il y a le raloxifène, le ralénate de strontium et la tériparatide. Bon, le fait est qu'on prescrit largement et de façon quasiment unanime des biphosphonates ou le raloxifène, après surtout s'il y a des indications gynécologiques. Vous verrez dans le corrigé, c'est bien expliqué. Mais il est important aussi de ne pas faire que le traitement médicamenteux. Il y a toute l'hygiène de vie. Alors, si vous raisonnez tout de suite là-dessus, dans toutes les questions, vous pouvez rajouter ça. C'est très bien de prescrire le bon médicament, mais il y a toutes les mesures autour. Et en gros, si vous avez de l'ostéoporose, c'est très bien de prendre du biphosphonate, mais il est capital de continuer à mener une vie saine avec une alimentation vitamino-calcique équilibrée. Il faut absolument qu'elle mange 1 gramme de calcium et si elle est carencée en vitamine D, qu'elle prenne de la vitamine D. Vous voyez, si elle est dans le nord et qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, qu'elle ne sort pas beaucoup de chez elle et qu'elle n'est pas beaucoup exposée, vous lui donnez de la vitamine D directement hydroxylée. Il faut qu'elle fasse de l'activité physique parce que la position verticale et la marche sollicite le squelette et renforce les os. Si elle fume, il faut qu'elle arrête. Si elle boit de l'alcool, il faut qu'elle arrête, ça déminéralise les os. Et puis, il faut qu'elle essaye de maintenir un poids et un IMC, un BMI normal. Alors, souvent, le sujet âgé a une tendance à la dénutrition, à devenir tout maigre et à ne plus prendre suffisamment d'apports protéines, etc. Il faut aussi essayer de le changer. Et puis, dernière chose, qui est extrêmement importante, et là c'est pareil, c'est le petit plus. Vous voyez, là on est dans les choses où vraiment, si vous voulez rajouter, vous montrez au correcteur que vous avez compris la problématique du patient, et c'est ça qui vous rapporte des points, même si dans la grille c'est pas prévu. On a dit quoi? On a dit qu'on a traité le protocole. Ici, super. Mais je suis un peu meilleur que ça, je pense qu'il y a une ostéoporose qui a 2 fractures, je la diagnostique, toujours avant. On ne balance pas dans le traitement si on n'est pas sûr. Donc là, on vous demandait l'étude thérapeutique, donc c'est pas grave, vous mettez une phrase en disant après confirmation du diagnostic de l'ostéoporose post-ménopausique, extrêmement probable chez cette patiente de 78 ans ayant présenté 2 fractures typiques, on traitera par un biphosphonate machin. On n'oubliera pas les mesures hygiéno-diététiques, sans quoi le biphosphonate ne ferait rien. Vous prenez le biphosphonate et vous avez 0 g de calcium en apport au journalier, vous ne réparerez pas vos os. Voilà. Et la cerise sur le gâteau, qu'est-ce qui s'est passé? Mamie, on lui a dit, je vous ai traité votre fracture, je vous donne des biphosphonates, je vous donne des mesures hygiéno-diététiques pour que vous fabriquiez de l'os. N'oubliez pas qu'elle est tombée de sa hauteur et qu'elle s'est cassé le poignet. Et donc, dans votre prise en charge, le dernier point, c'est on va éviter qu'elle tombe. Et c'est tout le volet que vous verrez si vous avez déjà vu, que vous verrez si vous, dans les modules de gériatrie et de prévention des chutes, c'est questions au programme de l'internat, et bien, il y a tout le volet de la prescription, de la prévention des chutes du sujet âgé. Et c'est exactement dans une question d'attitude thérapeutique d'une fracture de protocole dans un contexte ménopausique. Je vous rappelle, elle l'est fait en se tombant de sa hauteur. Alors c'est sûr que si c'est dans la rue quelqu'un qui l'a poussé, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Mais si c'est parce qu'elle s'est levée la nuit pour aller faire pipi, qu'elle ne voyait pas beaucoup parce qu'elle a une cataracte et Médor qui dort au pied du lit, qui s'est pris les pieds dans le fil de la lampe électrique, eh ben, il y a plein de choses à faire. Il n'y a plus Médor qui dort au pied du lit, il n'y a plus le fil électrique, on opère la cataracte, on enlève les tapis. Et ça, vous le verrez dans des dossiers en gériatrie et autres, c'est corriger les facteurs extrinsèques et intrinsèques de chute. Donc voilà, si elle a des troubles visuels, on corrige les troubles visuels, on l'emmène chez l'ophtalmo, on lui opère sa cataracte. S'il faut mettre une lampe pour qu'elle voit bien la nuit, on met une lampe pour qu'elle voit bien la nuit. Il faut comprendre pourquoi elle se lève la nuit. Est-ce que c'est parce qu'elle a une instabilité vésicale, un prolapsus qui fait qu'il faut traiter, comme ça elle ne se lèvera plus pour faire pipi la nuit. Éviter tout ce qu'on appelle les pièges domestiques, les tapis, les fils. Donc on envoie un ergothérapeute à sa maison qui lui dit voilà ce qu'on va faire chez vous pour éviter que vous tombiez à nouveau, etc., etc., etc. Là, bien évidemment, vous ne rentrez pas dans les détails parce que vous imaginez bien que dans un truc où il y a 30 mots-clés pour tout le dossier, dire qu'on dit fait dormir Médor dehors, ça ne vaudra pas de points. Mais dire qu'on va prendre en charge et prévenir la récidive de chute, juste ça. Éventuellement, c'était 1 ou 2 exemples et vous dites qu'on, par exemple, éviction des pièges domestiques, appelle un ergothérapeute et correction des facteurs intrinsèques de chute, par exemple les troubles visuels ou les médicaments hypotenseurs, parce que c'est sûr que si vous avez des hypotenseurs et que vous avez une prise le soir, vous vous levez 2 heures après la nuit, même vous, à votre âge, ça tourne un peu, quoi. Voilà, donc vous citez 1 ou 2 exemples, vous ne détaillez pas, sauf si la question est spécifiquement comment prévenez-vous les chutes de cette patiente, mais le fait de l'avoir cité, d'avoir donné 2 exemples, montre que là, vous avez vraiment tout compris. Parce que c'est très bien de réparer le protocole, mais enfin, si elle revient 2 semaines plus tard avec le contrôle latéral, et puis après la fracture de hanche, et puis machin, juste parce que vous n'avez pas enlevé les fils électriques au pied du lit, c'est très bête. D'accord? Alors ça fait illustrer quoi? Ça fait illustrer le fait que, quand on demande quel est le diagnostic, en réalité, ce n'est pas un diagnostic, c'est des diagnostics, même si la question c'est quel est le diagnostic. Pourquoi? Parce que des diagnostics, voilà, il y a un diagnostic de terrain, il y a un diagnostic syndromique,
souvent, on ne peut pas le faire à chaque fois, hein, tous ces éléments, mais souvent on peut faire ça. Il y a un diagnostic de la maladie, un diagnostic étiologique et un diagnostic des complications associées. Et donc quand on vous demande quel est le diagnostic, a fortiori si on vous demande quel est le diagnostic précis ou quel est le diagnostic complet, il faut faire apparaître tout ça, et pas juste ça. Quel est le diagnostic? C'est une fracture de pouce au col gauche, ça vaut peut-être des points, mais c'est moins classe que de dire le diagnostic est, enfin, chez cette patiente de 78 ans, ostéoporotique, terrain, etc., etc. Je vais vous donner des exemples. Il y a essayer d'inclure tout ça. Et vous allez voir en plus que ça a un impact. Je vous donne un exemple sorti de mon imagination, puis après on prendra l'exemple du dossier du petit cas clinique numéro 2 que je vous donnais. Je résume ici ce qu'on pourrait, vous imaginez dans votre tête l'énoncé, je vous résume ce que moi j'écrirais par exemple pour quel diagnostic complet. Patient de 67 ans, aux nombreux antécédents cardiovasculaires, présentant une insuffisance respiratoire aiguë, liée à un œdème aigu pulmonaire, causé par un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST antérieur, compliqué d'une insuffisance mitrale d'origine ischémique. Voilà, ça c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive, qui on vous a dit, il a une douleur thoracique, il a du mal à respirer, il a des crépitants. Vous avez fait un gaz du sang, la PO2 est à 55 en air ambiant, vous faites le CG, donc voici les résultats, et puis à l'auscultation, vous entendez un souffle d'insuffisance mitrale nouveau. L'énoncé, il n'est pas dramatique, voilà, il a le diagnostic. Hein. Il fait le syndrome coronarien sus-décalage, ça se manifeste par une détresse respiratoire parce que la PO2 est à moins de 60 sur le gaz du sang, c'est lié à un œdème pulmonaire parce qu'il crépite et qu'on est dans un contexte d'infarctus. Moi j'ai vu le sus-décalage sur le CG, en plus je sais qu'il est antérieur, et le nouveau souffle d'insuffisance mitrale dans un infarctus. La valve mitrale, il y a le pilier qui est devenu ischémique, on a tiré. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a tout. Voilà, je vous les remets les couleurs qu'on a vues juste là. Voilà le diagnostic de terrain. Le diagnostic syndromique était en bleu. Le syndrome, c'est insuffisance respiratoire aiguë. C'est un syndrome. Il y a plein de choses qui donnent une insuffisance respiratoire aiguë, mais encore, ça va mieux en le disant. Elle a une insuffisance respiratoire aiguë parce qu'elle a moins de 62 PO2 au gaz du sang. Et elle a une dyspnée. Diagnostic étiologique. Œdème aigu pulmonaire, c'est l'étiologie du syndrome. C'est un œdème aigu pulmonaire. Diagnostic de la maladie, pardon. Diagnostic étiologique, c'est la cause de tout ça. Le syndrome coronarien avec sus-décalage du ST. Et on n'oublie pas les complications associées. Les complications associées, c'est l'insuffisance mitrale d'origine ischémique. Là, c'est bingo, c'est blindé, c'est 100 sur 100, quoi. Vous n'oubliez rien. Et vous allez voir, ça a un impact en plus direct sur les questions de traitement. Essayez de vous forcer à faire ça pour chaque, vous aurez tous les points. Et alors là, ça a quand même plus de gueule que juste c'est un infarctus. Quand bien même il y aurait 5 points pour dire que c'est un infarctus et pas les points pour le reste, qu'est-ce que vous pensez du correcteur quand il a lu ça ou quand il a lu c'est un infarctus? Qu'est-ce que vous pensez qu'il pense de l'étudiant? Forcément, là que du bien. C'est obligé.